Dominique, la cybersécurité actuellement, c'est un sujet qui fait parler d'elle. En tout cas, les gens s'y intéressent de plus en plus. On regarde un peu l'actualité. Ces derniers temps, il y a de plus en plus d'attaques, de tentatives d'attaques en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus, ou de plus en plus d'entreprises sont concernées par ces thématiques, plus qu'avant. En fait, pas vraiment plus qu'avant, mais ce qui change, c'est qu'elles le prennent beaucoup plus au sérieux, effectivement. Le risque, il est assez pareil. Il y a eu quand même une grosse augmentation, je dirais un peu depuis la période Covid. Il doit y avoir de plus en plus de gens quand même qui ont du temps libre. Mais non, et hormis les plaisanteries, effectivement, il y a une grosse augmentation depuis le début du Covid, ça se voit clairement. Et avec l'orientation que ça prend ces derniers temps, c'est clair qu'on a tous entendu parler de rôle, on a tous entendu parler de Montreux. Et on se sent beaucoup plus impacté. C'est un business model, le hacking, dans le sens où c'est carrément un métier pour certaines personnes. Alors, le hacking en soi, en fait, à l'origine, c'est un peu le côté romantique de la chose. Hein, c'est chercher à comprendre le truc. Et ce côté-là, c'est mon métier. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a des grosses organisations criminelles qui s'y sont mis et qui l'exploitent pour faire du profit. Alors justement, Kios, on va en parler, entreprise qui est spécialisée dans la cybersécurité, c'est juste, hein? C'est ça, ouais. Pour travailler dans la cybersécurité, on doit être un hacker. Alors pas forcément être un hacker, mais effectivement c'est un métier qui est assez à part du reste de l'informatique. C'est un regard sur les choses qui est très différent. C'est un état d'esprit où on remet toujours il faut toujours tout remettre en question. Et ça se passe pas exactement de la même façon que dans une boîte d'IT standard. Mais vous aimez bien vous présenter comme un gentil hacker quand même à la base. Effectivement, il faut être hacker pour pouvoir cerner le vrai travail des hackers. Donc mon métier c'est exactement ça. Hein. Je reproduis à l'identique les attaques que feraient ceux qui sont pas éthiques. Et pour aider des entreprises à faire un état des lieux de leur sécurité, à tester un logiciel, Il y a toujours une faille. À gérer ça. Il y a toujours une faille. Il y a toujours une faille. Il y a toujours un moyen d'arriver à faire quelque chose. C'est une question de temps, de moyens financiers, de ressources pour y arriver. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Mais sur des grosses cibles, forcément, ça sera toujours intéressant. Hein. La NSA s'est fait pirater il y a une année et demie. Il y a eu du code source de leurs applications qui étaient publiées sur Internet. Ouais. Et tous les gros d'Internet, ils sont passés un jour ou l'autre. Donc si on peut rentrer là-bas, on peut rentrer partout. C'est de plus en plus intéressant pour les hackers, dans le sens où, il y a 10 ans, les sociétés étaient sur Internet avec quand même des serveurs, etc. Aujourd'hui, avec cette phase de digitalisation, il y a quasiment l'ADN de l'entreprise qui est digital. Dans le sens où on peut voler beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus dangereux. Alors, il y a beaucoup plus de danger aussi dans le fait qu'il y a beaucoup plus d'utilisation du cloud. C'est pas que le cloud en soi soit dangereux. Le cloud, c'est un outil et s'il est bien utilisé, c'est très bien. S'il est mal utilisé, ça peut être dangereux. Mais surtout, en fait, le cloud va concentrer les données de tas d'entités. Donc, si par exemple, je trouve intéressant d'investir 3 mois de travail pour pirater la société X, et que je trouve intéressant de mettre une année de travail pour pirater la société Y, si la société X et Y se retrouvent au même endroit, du coup, ça sera sûrement intéressant de mettre 1 année et demie, 2 ans, et donc du coup, ça me permet d'avoir beaucoup plus de ressources pour mes attaques en concentrant les résultats sur des sociétés comme ça. Mais justement, est-ce que le simple fait de protéger ces données sur des serveurs suffit à sécuriser les données d'une entreprise ? Alors suffit, c'est toujours une question de trouver le bon équilibre. Je ne vais pas conseiller aux garagistes du coin de la rue d'appliquer les mêmes méthodes et les mêmes techniques qu'à une banque. Ouais. Il a certains risques, il peut se faire attaquer, des pirates seraient peut-être prêts à, je sais pas, passer 2 semaines à s'intéresser à son cas, mais guère plus. Donc il suffit de moyens qui vont les retenir pendant 2 semaines. Une banque, elle est en permanence sous attaque, et l'intérêt, il est beaucoup plus gros. Donc bien sûr que les moyens à appliquer ne sont pas les mêmes en fonction des cibles. Et là, on parle aussi d'ingénierie sociale, par exemple. Ça fait partie de la plupart des attaques. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Parce que c'est Donc, oui. Pour moi aussi. Il y a quasiment...
Donc l'ingénierie sociale, c'est tout ce qui concerne les attaques où on va en fait finalement pirater les gens. On va exploiter des bugs qu'on a dans nos cerveaux plutôt que des vulnérabilités sur un ordinateur pour les amener à faire des bêtises qui nous arrangeront pour l'attaque, nous donner un mot de passe pour accéder à quelque chose, faire modifier un bout de configuration ou installer quelque chose sur le poste de travail de la personne. Voilà, le phishing et ce genre de choses. Ok. Mais ça... J'essaie toujours de me mettre à la place d'un patron d'entreprise, d'une PME qui a des risques, hein, vraiment, au niveau de se faire pirater. Mais l'investissement, le ratio investissement-risque, ça coûte cher d'être protégé aujourd'hui ou pas du tout? Oui, ça coûte. Ça coûte. Maintenant, c'est pas forcément un investissement financier. Il y a des tas de solutions aussi. Il y a tout le monde de l'open source qui propose des solutions qui sont gratuites au niveau des produits. Mais dans ce cas-là, c'est un investissement en temps. Il va falloir qu'il y ait des gens qui s'en occupent, qui le gèrent. Et c'est souvent en fait ça qui est sous-estimé quand on regarde sa sécurité. C'est bien d'installer des logiciels, c'est bien de regarder les choses d'un point de vue technique. Mais il ne faut pas oublier que derrière, si on a pu installer tout ce qu'on veut, si on n'a pas une paire d'yeux qui regarde les logs, qui analyse ce qui se passe, etc., on perd plus de la moitié de l'efficacité de ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire que la meilleure protection qu'on pourrait donner à son entreprise, je vulgarise peut-être un peu, c'est la formation de nos collaborateurs à être attentifs et faire attention. Ça, c'est un gros élément, effectivement. Ça fait partie de la gestion des fameuses gestion des risques. On parlait de social engineering. Ouais. Il y a 10 ans ou 15 ans, on aurait fait le même entretien. Je vous aurais sûrement pas raconté je vous aurais sûrement pas parlé de social engineering. Parce que c'était quelque chose qu'on n'utilisait pas à l'époque. Il y a 15 ans en arrière, c'était tellement facile de rentrer à peu près n'importe où par des moyens techniques qu'on allait utiliser ça. Et puis petit à petit, on a de plus en plus protégé ces choses-là, vu que les attaques avaient lieu. Et le niveau de difficulté, petit à petit, il a augmenté. Et en augmentant, à un moment donné, c'est devenu plus difficile de pirater des choses techniques que des individus. Alors, comme on est paresseux, on s'est mis à pirater les individus à la place. Parce qu'ils ont tous... Parce que moi, j'ai vu que, par exemple, dans un réseau Wi-Fi public, quand on est au Starbucks, des choses comme ça, il n'y a rien de plus facile de hacker un téléphone qui sont sur les réseaux, les mêmes réseaux communs. Mais lorsque je pirate l'iPhone ou l'Android d'un collaborateur d'une entreprise, j'ai quasiment une passerelle pour entrer dans l'entreprise. Ça, c'est une énorme problématique pour les employeurs, non ? Oui, et c'est pas qu'avec les iPhones ou les Android, c'est aussi avec les ordinateurs. Il y a de plus en plus de mobilité qui se met en place au sein des entreprises, et encore plus depuis une année et demie. Avec l'avenue du Covid, il y a eu tout le télétravail, toutes ces choses-là, où les ordinateurs de l'entreprise se retrouvent dans un autre périmètre. Moins sécurisé que celui de l'entreprise, chez les collaborateurs. Et c'est une problématique énorme d'avoir les dépenses périmétriques qui s'effondrent quelque part d'elles-mêmes. Il n'y a plus un vrai périmètre fixe et stable à l'entreprise. De Kios, quels sont les services qu'offre Kios justement dans ce domaine de sécurité ? Chez Kios, on a 3 pôles d'activité. Mon domaine à moi, c'est la sécurité. On fait du test d'intrusion, du conseil et de la réponse à incident. On a un pôle d'intégration qui va faire de l'intégration de produits, qui s'occupe aussi beaucoup de mise en place de réseaux informatiques, de gros réseaux sans fil, de choses comme ça. Et puis on a un pôle d'infogérance où on va gérer l'informatique pour des entreprises qui n'ont pas les ressources pour le faire en interne, ou la volonté de le faire en interne parce qu'elles sont trop petites, parce qu'elles en interne il y a juste un IT et puis il y a besoin de plus de ressources. Mais toujours ces 3 pôles avec ce regard de sécurité. Donc par exemple pour l'infogérance, on se retrouve avec des sociétés qui ont des besoins plus que la moyenne de sécurité, comme des cabinets d'avocats, comme certains grands hôtels de la Berge à Genève. Dominique, vous êtes un gentil hacker. Quelle est votre formation pour arriver à une telle savoir pour réussir à simuler des attaques de méchants hackers? Juste pour comprendre, comment est-ce qu'on arrive à avoir ce niveau de compétence? Alors, je suis peut-être pas la personne la plus idéale pour répondre à ça, parce que je suis complètement autodidacte. Waouh, ok. Pour moi, mon école, ça a été une énorme curiosité.
J'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent, j'ai besoin de les démonter, de voir ce qu'il y a sous le capot, de mettre les mains dans le cambouis. Et depuis gamin, en fait, l'ordinateur, c'est un truc qui m'a fasciné. À l'époque, je parle de l'époque des Commodore 64 et Amiga et autres. C'était un gros boîtier qu'on branchait sur la télé, ça faisait des images, on pouvait faire des jeux. Pour les copains, c'était cool de pouvoir faire les jeux. Et puis moi, j'avais besoin de comprendre comment ça marche. Ouais. Et donc depuis là, j'ai commencé à chercher, à fouiller, à gratter. Après, il y a eu l'arrivée d'Internet, il y a eu plein de choses. Donc j'ai toujours eu les mains dans le cambouis dedans depuis tout gamin. Oui, vous m'aviez dit un petit peu plus tôt que ça faisait partie d'une passion. C'est pas un sacerdoce et c'est pas vous vous levez pas le matin pour vous dire je vais faire. Ça y est, il va falloir que je retourne au taf pendant. Non, pour moi, c'est pas un souci de. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? On n'a pas de boule de cristal, mais ces 10 prochaines années en termes d'évolution informatique, avec tout ce qui est en train de se passer, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle liée à la sécurité, quels vont être, dans votre perception, les grands challenges en termes de sécurité avec cette implication de l'AI dans notre quotidien ? Je suis assez prudent sur l'AI. Je pense déjà la façon dont le grand public la comprend, c'est très dévié de la réalité. C'est des outils qui seront très très utiles dans certains domaines, qui le seront beaucoup moins qu'on l'imagine dans d'autres. Ça permet de faire certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais je peux faire un peu l'analogie avec la blockchain il y a quelques années. On a eu, il y a 4-5 ans en arrière, ce gros boom de la blockchain où tout d'un coup c'était devenu le sujet à la mode, on voulait faire tout en blockchain, c'était le truc génial, c'était l'avenir. Et non, en fait c'est un outil qui permet de faire certaines choses et qui le fait très bien, mais qui est beaucoup moins efficace pour d'autres. Et donc du coup voilà, ça s'est un peu corrigé tout seul, c'est resté appliqué dans les domaines où c'était valable de le faire. L'AI, ça sera pareil. Maintenant, il y a un gros élan médiatique à parler de ça. Ça fait un peu rêver les gens. On voit le film de science-fiction. Ouais, rêver, ça peut être un rêve ou un cauchemar. Mais voilà, ça interpelle l'imaginaire des gens. Et donc, du coup, on surfe là-dessus. Mais ça se mettra en place de la même façon. Ça va rester utilisé et efficace dans certains domaines et pas dans d'autres. D'un point de vue sécurité informatique, ça va permettre sûrement de faire de la détection plus efficacement qu'on l'a fait aujourd'hui. Parce que pour détecter, il faut collecter une masse de données énorme. C'est difficile à traiter avec des programmes classiques. On va chercher certains patterns, etc., essayer de corréler des choses. Donc il y aura sûrement un gros intérêt à l'intelligence artificielle là-dedans, parce que ça lui permettra d'apprendre par elle-même à détecter certaines choses ou à voir des déviances dans le comportement qu'il y a sur nos équipements. C'est-à-dire faire un audit, c'est-à-dire que comme par exemple IBM Watson qui aujourd'hui arrive à faire un audit de ce que McKinsey ferait, on peut extrapoler aussi dans la sécurité en disant l'intelligence artificielle va pouvoir analyser les failles de sécurité de manière assez rapide. Voilà. Oui, ça, je pense que ça sera. C'est un domaine où il y a probablement de l'avenir pour l'intelligence artificielle. Parce que du coup, je dirais, moi, pour simplifier, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va permettre de ressortir des schémas dans une masse de données beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la traiter donnée par donnée. Compris. Donc effectivement, quand on a une grosse masse de données, ça va permettre d'analyser ça d'une façon différente et efficace. C'est dur à répondre à ça, mais quel est le pourcentage de sociétés qui sont pas suffisamment focus et pas concernées par leur sécurité informatique? Est-ce que c'est 90% des sociétés? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que de votre perception, hein, c'est difficile, c'est effectivement très difficile à dire. Je pense qu'il y a effectivement jusqu'à il y a peu beaucoup de sociétés qui sous-estimaient ce qui pouvait leur arriver. J'ai eu des cas de réponse à incident. Je me suis retrouvé dans des entreprises qui avaient justement jamais imaginé. Et un beau jour, ils arrivent et tout est bloqué, tout est à l'arrêt. Et on n'a jamais évoqué le scénario, on ne s'est jamais posé de questions. C'est une vraie catastrophe. Maintenant, avec ce qui se passe ces dernières semaines, il y a quand même je sens une grosse prise de conscience qui se fait. Donc je suis régulièrement contacté par des sociétés que j'aurais pas imaginées avant pour des questions de ce type. Et puis vous m'aviez dit qu'il fallait savoir qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient piratées à leur insu, qui ne le savaient même pas.
qu'elles avaient été même Ah ouais. un jour piratées. Effectivement, on discutait de ça, Oui. avant. Il y a justement la détection, elle n'a pas forcément lieu. Alors, dans le cadre des attaques qu'on voit beaucoup dans les médias maintenant, le CryptoLocker, forcément, c'est une attaque qui a pour but qu'on la voit rapidement pour qu'on paye la rançon. Oui. Ouais. Donc forcément, celles-ci, on les détecte. Il n'y a pas de souci, c'est difficile de ne pas les voir. Mais par contre, une attaque qui a purement pour but de voler de la donnée, Ouais. il y en a beaucoup qui ont lieu, qui réussissent, À l'insu. et la victime n'en a même pas conscience. Parce que quand on se fait cambrioler, on rentre à la maison et on voit que c'est tout vide, on se rend très vite compte que des choses ont été volées. Par contre, quand sur son serveur, les données sont copiées ailleurs, quelque part chez l'attaquant, elles sont toujours disponibles sur mes serveurs. Donc pour moi, je peux très bien passer... Et ça, dans le monde industriel, par exemple, avec la guerre concurrentielle, est-ce que c'est, on regarde trop de films ou est-ce que vraiment ça existe que les hackers sont engagés par un concurrent et qu'il n'y a aucune détection, mais toute l'année, ils sont au courant de ce que les concurrents font? Ça, c'est la réalité ou... Ça existe, oui, Ça bien existe, sûr. hein. C'est pas une. C'est ce qu'on disait Mr. Robot, c'est ces fameux cercles d'initiés qui vont hacker pour telle ou telle cause. De toute façon, il y a des cas comme ça, il y en a des tas. Hein. Il y a eu le cas, c'était entre quoi? C'était Boeing et... Oui, ça j'avais entendu. Entre Boeing et je ne sais plus quelle l'autre société d'aviation, où ils ont été jusqu'à faire des faux entretiens d'embauche pour que des gens viennent parler de leur projet, etc. Si ça se fait à ce niveau, si ça se faisait à ce niveau-là il y a plus de 10 ans, bien sûr que ça se fait toujours. Hein. Il y aura toujours des entreprises qui seront peu scrupuleuses à utiliser certaines techniques pour gagner un avantage concurrentiel. Est-ce qu'on est tous piratés de toute façon par les GAFA au quotidien? Alors pirater peut-être pas parce qu'on y consent, Oui, mais c'est ce que j'allais dire, oui. mais oui, effectivement, je suis aussi très très actif sur la protection de la vie privée. Ouais. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et effectivement, avec notre consentement, ils nous piratent tous les jours. Les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe avec leurs données, derrière, où elles sont utilisées, comment, pourquoi. Qui pourrait y avoir accès et toutes ces choses-là. Pour des questions privées, là on sort un peu B2B, mais pour des privés, ce serait quoi votre conseil? Parce qu'on est tous un peu actifs socialement, etc. On utilise tous des logiciels comme WhatsApp, alors on sait qu'il y a Signal, il y a Telegram, des logiciels qui sont plus sécurisés, quoique, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux gens? Faites vraiment attention à ça. Alors, faire vraiment attention à ça, c'est... Il y aurait beaucoup de choses, mais... On doit reprendre le Nokia 3210, là, avec le jeu de serpent. On peut, on peut aller jusque-là, il y en a qui le font par jeu ou par nécessité. Hein. Je pense à des lanceurs d'alerte ou autres qui se retrouvent aussi dans des situations où c'est presque une question de vie ou de mort pour eux. Mais les conséquences, pour une entreprise, les conséquences peuvent être dramatiques manque de protection au niveau sécurité ou une manque de couverture également, parce qu'on peut être aussi couvert en cas d'attaque, etc. Quelles sont les conséquences pour une entreprise? Ça peut aller jusqu'à la mort de l'entreprise quasiment instantanément. J'ai vu des cas d'entreprises où il y avait plus rien qui fonctionnait, plus de production, plus de services administratifs, plus de lien avec leurs clients, leurs fournisseurs, perdu la compta, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une société vraiment complémentaire à toutes les fonctions dans l'entreprise IT ou autre? Oui, c'est des métiers différents. On utilise des ordinateurs, mais on ne les utilise pas du tout de la même façon et avec la même approche. Une société d'IT traditionnelle, son focus principal, c'est la fonctionnalité. Il faut que les choses soient là, disponibles, fonctionnent, qu'on puisse accéder aux données, qu'on puisse faire son travail. Ça, c'est leur préoccupation principale. Même en interne, hein. Un service interne à une que ça soit interne ou externe. Peu importe, voilà, peu importe si c'est délégué ou si c'est en interne, mais voilà, leur job, c'est de faire en sorte que ça marche. Bien sûr. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que ce qui ne doit pas marcher ne marche pas. Donc c'est quand même une approche très très différente dans la vous sous-entendez que les entreprises ont trop tendance à donner ces tâches de sécurité à leur département IT alors que c'est un autre métier en fait, c'est ça? En fait, qui ne sont même pas sensibilisés à ça, je pense.
Bon, sensibiliser, je pense quand même, la plupart des IT, mais il y a beaucoup de manque de moyens. On leur demande de faire leur boulot, on leur donne un job pour faire leur boulot, et en plus, on leur demande de regarder la sécurité, et souvent, il y a un manque de moyens et de ressources, que ça soit financière, que ça soit en nombre de collaborateurs, en temps à investir sur certaines tâches. Et en compétences, ouais. Bien sûr. Mais c'est ce que j'entendais par en poste de travail, quoi. Il faut qu'il y ait des gens qui soient du métier. Bien sûr. Avec votre expérience, quelles seraient s'il y a des patrons d'entreprise, certains qui vont écouter ce podcast, quelles seraient les recommandations que vous donneriez à tout un chacun, un patron d'une entreprise, d'une 50aine de personnes ou 200 personnes? Quelles sont les choses qu'il faut vraiment... Je veux avoir plus conscience des risques que j'ai. Qu'est-ce que je dois faire, en gros? Je pense que déjà le patron d'entreprise qui se pose cette question-là, c'est qu'il est conscient des risques. Ouais. Il est conscient qu'il y a des risques. Et après, la meilleure approche là-dessus, c'est une analyse de risque. Okay. Quels sont les scénarios qui peuvent m'impacter? Est-ce que des gens peuvent s'intéresser à mon entreprise pour récupérer des secrets de fabrication, ou est-ce qu'au contraire, j'en ai pas du tout? Est-ce que je manipule beaucoup de données financières, de données personnelles, de choses qui peuvent être facilement ciblées par des attaquants? Et à partir de là, de faire une analyse de risque classique. Qu'est-ce que chacun de ces scénarios, quelle est sa probabilité d'occurrence, quel impact ça aurait s'il venait à être réalisé, quels moyens je peux mettre pour essayer de le limiter, que ça soit technique, que ça soit financier, que ça soit en ressources, en personnel, et quel risque résiduel il me reste, et quels moyens j'ai avec une assurance, avec différents moyens pour le couvrir. Dominique, est-ce qu'à l'avenir, il y aura un sort de label? Parce que quand je vous écoute parler, je me dis, tiens, moi, ma fiduciaire, par exemple, est-ce elle a conscience de ça? Est-ce qu'elle protège? Elle a fait un audit de sécurité? Est-ce que, avant de travailler avec une société de service qui travaille beaucoup sur l'IT avec mes données, je ne devrais pas demander une certification comme quoi cette personne a eu un audit, et puis que ça devienne presque un stempel qui à l'avenir sera demandé par les gens qui utilisent ce service? Alors il y a déjà beaucoup de normes qui sont en place qui mettent des contraintes aux entreprises sur ces choses-là, hein. Que ça soit dans le domaine médical, dans le domaine financier. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses j'y ai été confronté récemment lors d'une analyse d'écart dans le domaine automobile. Toute la production pour des pièces automobiles, etc. Il y a des demandes de faire des tests d'intrusion, de faire des audits de sécurité, d'implémenter certaines choses, etc. Ça a tendance à se généraliser de plus en plus. Et puis il y a récemment, je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans en arrière, une société, je pense que c'est une association dans le Jura qui a monté une certification pour les entreprises qui inclut justement un audit de sécurité, des tests pour tester les réactions des collaborateurs au phishing, et qui donne un certificat qui peut être présenté. Dominique, merci beaucoup. On mettra toutes les informations sur Kios dans le descriptif de ce podcast. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Dominique. Merci à vous.